Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Voix Off. Je suis très content de vous accueillir aujourd'hui une fois de plus. Aujourd'hui, un invité de marque, il s'agit de Bruno Aguiar. Pas mal de personnes m'avaient demandé d'essayer de faire un épisode justement sur les frères Aguiar. Donc voilà, aujourd'hui on accueille Bruno. Bruno donc est acteur, humoriste, comédien. Il me regarde en même temps, ça me perturbe. et donc aujourd'hui, voilà, on va prendre le temps de l'échange et passer un super moment. Il va nous parler un petit peu de son parcours, de ses origines portugaises aussi, qui je pense ont une vraie influence sur le parcours. Je voulais vous rappeler juste une petite chose, il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé comment retrouver la chaîne sur YouTube. Donc si jamais vous déjà, voilà, vous savez comment accéder à mes vidéos, n'hésitez pas à dire aux autres de taper Voix Off Figeac dans YouTube. Généralement, ça ressort plutôt bien, Voix Off Figeac. C'est le début de la chaîne, donc évidemment, le temps que ça référence, il faut un petit peu de temps. Voilà, donc je voulais vous l'indiquer. Je démarre du coup cet épisode, on est parti. Si Bruno est prêt, c'est parti, ça commence. Bonjour Bruno, ça va? Bien et toi? Ça fait à peu près 15... Acteur, comédien, humoriste, troubadour. Troubadour de Figeac, c'est le terme qui manquait. C'est ça. Bon, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. En tout cas, merci à toi de m'inviter, c'est super sympa. sympa. Je promets que c'est la vérité, il y a pas mal de gens qui m'avaient demandé de t'accueillir ainsi que ton frère, parce que vous faites partie des gens un petit peu, voilà, des références figeacoises, on va dire. Quel honneur. Garati, Fiacairo, Bruno, Marco. C'est ça. Non, mais en vrai, voilà, je pense que il y a beaucoup de jeunes notamment qui vous connaissent aujourd'hui pour ce que vous faites. Donc on va revenir un petit peu sur tout ton parcours. Est-ce que déjà, peut-être rapidement, pour les personnes qui arriveraient voilà, sur cette vidéo, qui sont peut-être pas originaires aussi de la région, est-ce que tu pourrais très rapidement, en quelques mots, te présenter, dire qui tu es, ce que tu fais et pourquoi tu es là? Regarde, Bruno. Mais écoute, encore merci pour l'invitation. Avec plaisir. Ça m'a fait plaisir quand tu m'as appelé. Marco n'a pas pu être là, question de planning. Pas de souci. Mais comme je te l'ai dit, de toute façon, si jamais il veut venir même dans un autre épisode, vous êtes les bienvenus. Il n'y a pas de souci. On essaiera de trouver le bon moment, avec grand plaisir. Cool. Non, mais écoute, je m'appelle Bruno, Bruno Aguiar, voilà. Né de Guido Aguiar et de Eduarda Duzejo Balsa Silva. C'est important quand même, la maman, elle est très importante. T'as raison. Non, voilà, donc je suis né à Figeac, mes parents sont d'origine portugaise. Ok. Pays auquel je suis très personnellement attaché. Hein. Je peux pas ne pas y aller une fois par an, c'est obligatoire. Ouais, je pense qu'on en parlera un petit peu dans l'interview, voilà. C'est sûr. Non, et c'est vrai, moi j'ai 37 ans, je suis né à Figeac, je me régale à Figeac, je joue au foot à Figeac, maintenant j'essaie de jouer au foot à Figeac. J'essaie de transmettre le maximum de choses à mes enfants, parce que du coup j'ai 2 enfants, une femme que j'aime beaucoup, et donc voilà, donc, on habite à Figeac. Ok. Dédicace au quartier bataillé. Ça va être comme ça toute l'interview, je vous préviens, ça va être impossible à gérer, mais c'est ce qu'il y a de drôle aussi. Alors j'aimerais citer quelques passages du coup, parce qu'en préparant l'interview, je suis allé sur le site du coup Marco Bruno Vrai. Donc, Vrai, c'est le nom de votre spectacle, et vous avez un site qui est dédié du coup. Je voulais citer quelques passages parce que je me suis marré tout seul en fait devant mon écran pour que vous connaissiez un petit peu Bruno et le personnage que c'est. Donc je vais te citer quelques passages. Donc il y a une espèce de portrait chinois en fait que vous avez fait. Si j'étais ceci, je serais ça, etc. Donc il y avait si j'étais une intervention, je serais un camion ben. C'est le break par excellence en Portugal. Oui, mais c'est une évidence. Si j'étais une chanson, partir le jour des To Be Free. Donc je trouvais ça très drôle aussi. Si j'étais un livre, Vendredi ou La Vie Sauvage, ça me rappelle la classe de 6e, l'année de ma première pelle. Et ce qui m'a cassé en deux, c'est si j'étais un monument, la Tour de Pise. Quand les Portugais ne sont pas aux commandes, voilà le résultat. Et ça m'a plié. C'est vrai qu'on a porté à dérision, on a fait ce truc on est avec Marco, tout sujet amène à faire des vannes. Et rire. Voilà, rire. Mais de toute façon, on le sent dans le site. Dans le site, c'est que des vannes et des petites anecdotes, des choses un peu, des références très drôles. Donc, et c'est d'ailleurs, tu vois, on est d'origine portugaise, mais on travaille vraiment en famille parce que depuis le début, c'est les mêmes qui nous accompagnent et encore aujourd'hui sur le festival. C'est Laurent Andréjac et Clément Teillard. Et notamment, c'est Laurent qui nous gère toute la partie site internet, tout ça. Et c'est avec lui qu'on a créé le site du coup, voilà, et qui est encore aujourd'hui dans l'équipe d'Irma Prod, tout ça. Quoi. Ok, trop bien. Donc, bon, on en parlera après. Ce que je te propose, on va faire un petit peu, on va essayer de dépeindre ton parcours. On va commencer déjà pour le avant. Moi, j'aime bien commencer du avant, parler un petit peu aussi du perso. On ira là où tu veux aller ou pas aller. C'est une émission très libre et très sur la discussion.
Donc pour commencer à débunker le premier gros sujet, le Portugal. On attaque déjà avec les gros sujets. Donc racines portugaises, enfance à Figeac, tu grandis à Figeac avec des racines portugaises. Comment est-ce que tout ça cohabite un petit peu à la maison? Comment ça se passe? C'était rigolo parce qu'à la maison, on avait, nous, on a la double culture. Ouais. L'école, alors, c'est des vraies histoires. Hein. Notre mère nous amenait à l'école avec une LNA crise verte parce que je suis daltonien, donc je ne saurais pas te dire la couleur. Et quand c'était mon père, c'était un camion ben. Okay. Alors, il avait un camion ben Iveco, c'est une cité de marque, mais un truc basique, si tu veux. Et il y avait un vieux camion bleu tout dégueulasse. Et là, mon père, quand il nous déposait, ah, regarde, allez, on se cachait. Bon, je peux te dire qu'on pouvait mettre le sac à dos derrière, il n'y avait pas de problème. Ouais. Mais non, mais c'était génial parce que tu avais cette culture que t'amenais l'école et les copains français. Ouais. Où, mais c'est bête, mais la salade, les gens la mangent ici en France en fin de repas. Ouais. Nous, non, si c'est en fin de repas. Ouais. Et nous, on les mangeait au début. Ouais. Et si tu veux, rien que ça. Ça faisait des situations. Mais pourquoi ils font ça? Je comprends pas. C'est des trucs. Mais non, après, ça s'est fait naturellement. Et puis, mine de rien, on faisait partie de l'immigration. Il y avait beaucoup du même âge des mes parents, des amis de mes parents, des cousins, tout ça qui sont arrivés. Oui, parce qu'on est dans une région, enfin dans un coin, notamment avec Cap-de-Nac aussi à côté, où il y a beaucoup de personnes d'origine portugaise. Beaucoup, ouais. Bon, malheureusement, maintenant, il y en a qui sont partis, qui sont entre pays, donc qui sont partis parce que voilà, l'âge faisant ou les histoires, mais mine de rien, on a beaucoup d'amis, notamment la famille Lamas, la famille Mendes, on a grandi avec eux, Darocha, enfin tout ça, c'est des gens avec qui on a grandi. Et mine de rien, nous on joue au foot, les autres jouent au rugby, puis à la fin on se retrouvait aux apéros. Ouais, d'accord. Donc non mais c'est bien parce que alors c'est quelque chose qu'on ressent directement dans vos spectacles, etc. Même dans la vie courante en fait. C'est le côté culture portugaise, c'est quelque chose qui vous porte en fait depuis le début. Alors je sais pas si c'est oui. Moi, ma mère, je sais qu'elle est heureuse de vivre en France et d'être française parce qu'elle vote, elle est heureuse. Et d'ailleurs, elle loupe jamais loupera un vote parce que c'est un droit qu'on lui a donné. Bien sûr. Mais je suis heureux, moi, de pouvoir même partager le fait de parler portugais à mes enfants. Ouais. Parce que toi, tu le parles couramment en plus. Je le parle. Non, alors, je le parle couramment. Je vais me faire comprendre. Là, par exemple, en portugais, je vais dire je m'en vais. Faut que je vais à la poste. Tu vois, je vais parler un peu comme ça. Mais d'ailleurs, ça fait rire les copains, les cousins qui sont là-bas. Mais du coup, je le parle. J'arrive à le lire, je m'en sors. Mine de rien, mes enfants, j'essaie un petit peu de leur parler portugais. Je demande à ma mère de leur parler français, mais ma mère fait portugais, mais ma mère fait « Ouais, maintenant, j'ai quand même appris le français, moi !» Donc, elle leur parle le coup de terre. Je voulais savoir, du coup, un sujet, alors moi, j'ai quand même beaucoup de personnes autour de moi aussi qui sont d'origine portugaise, etc. Et le sujet en général, le truc sur lequel vous êtes très attaché, je peux le comprendre, c'est les vacances au Portugal. Ah mais non, mais ça... Donc, est-ce que tu peux déjà nous raconter, toi, tes vacances au Portugal de quand tu étais petit? Quels souvenirs tu gardes? Qu'est-ce qu'il y a, des choses un petit peu marquantes? Parce que, en général, les gens vivent en France et ils vont l'été, c'est ça le truc. Et c'était déjà ça, toi, j'imagine, quand tu étais petit. Alors, ça l'est toujours, hein, mais avant, ça l'était encore plus parce qu'il n'y avait pas tous ces trajets en avion possibles. L'avion, c'était que pour l'élite. Ouais. Et moi, je me rappelle la première fois que je suis allé en avion au Portugal, c'est mon oncle, Manu, qui m'a amené avec Jérémy, mon cousin. On a un mois d'écart. Okay. Un mois d'écart. Pile poil, il est né le 7 juillet, je suis né le 7 août. Et il m'a amené, c'était un été, un hiver, la première fois que j'allais en hiver, c'est la première fois que je prends l'avion. Mais c'est le moment où ça a ouvert un petit peu, où on peut y aller rapidement. Avant, on partait, c'était un pèlerinage. C'était l'Honda Accord, chargé à bloc. On partait, on revenait encore plus chargé parce qu'on ramenait de l'huile d'olive, du jambon. Tout ce que la famille te donne et tout. Ouais, voilà, tout ça. Et c'était vraiment un mois de vacances où là-bas, on voyait nos parents, eux ils avaient fait pause parce que là, c'était des sacrifices qu'ils faisaient. Bien sûr, Ils quittaient tout. C'était à l'époque des dictatures de Salazar, où ils ont tout quitté, mais ils ont tout laissé. Les parents, les frères, les sœurs, les cousins, pour venir travailler. Et du coup, c'était leur mois où ils revenaient chez eux. Ils étaient heureux d'être là. Donc nous, forcément, t'as les parents heureux, t'es heureux. T'as les cousins, les parents sont heureux, ils sont heureux, mais tout le monde est heureux. On joue à cache-cache, on avait le droit de se coucher à 11h le soir. On jouait à cache-cache partout. Enfin, c'était de la liberté. Et forcément, une rue, c'est maison du cousin, de la cousine. Tu connais tout le monde. Mais c'était, nous, à Campagno, un petit village, une rue, c'est une rue Aguiar. Que la famille. Non, mais je te jure. C'est privatisé, quoi. C'est privatisé. Si on veut, on met au péage. Tout passe, tout paye.
Non, mais et je te jure, et c'est des moments où maintenant on a évolué, donc du coup on vit d'autres moments, mais non, à l'époque c'était on se voit cache-cache, on jouait avec les cousins. Maintenant c'est attention, l'abus d'alcool est dangereux avec la santé, pour la santé, mais c'était une bière, le jambon, le fromage, la mamie qui était à la fenêtre, qui regardait tout le monde dans la rue. Alors ça aimait crier, ça aimait chanter, ça aimait recrier, ça aimait rechanter, ça aimait danser. Et les matchs de foot à la télé, alors là... Encore l'été, il n'y en avait pas trop parce que c'était... Ah oui, c'était la trêve, ouais. C'était la trêve, mais non, c'est génial. Ouais. C'est génial. Okay. Et le pire, ma femme, elle est beaucoup dégoûtée. Oui et non, mais quand je vois, en fait, maintenant même mes enfants qui me parlent du Portugal, on a vu ça, on a vu ça, on a vu ça, c'est quand qu'on y retourne, c'est quand qu'on y retourne. Ben, moi, je suis heureux de leur transmettre ça. Ouais. Et le plus drôle, c'est que c'est ma femme qui me fait visiter le Portugal. Ah ouais. Et pourquoi? Parce qu'elle connaît mieux que toi? Mais moi, j'allais là-bas, j'allais au village, c'était là, on reste là, on est bien, on va à la rivière, on va au bar, on fait ci. Elle veut voir d'autres endroits. Et elle a dit, bah attends, on va voyager, quoi. Et du coup, je redécouvre le Portugal parce que, avec mes parents, on allait beaucoup à Algarve une fois. C'est du Portugal, du coup. Ouais, sud. Et du coup, il y a 3 ans, j'y suis retourné depuis, ça faisait 21 ans que j'avais pas mis les pieds là-bas. Ouais. Donc, gros pincement au cœur, le trajet, parce que tout est mythique. Ouais, la route. Tu ressens les choses et tout. Ouais, le trajet, les aires de repos, la route, on la connaît, tous les Portugais la connaissent les yeux fermés. Les petits tuyaux pour éviter les péages. Mais non, mais je pense qu'à tous les Portugais, c'est un moment, c'est un moment à part. Le départ France-Portugal, c'est... Ouais, ok. Un point sur lequel je voulais revenir aussi, tant qu'on parle un petit peu de ton enfance et de comment tu as vécu tout ça, peut-être revenir aussi sur vos personnalités à toi et à Marco, qui est relativement différent et à la fois très complémentaire. Marco, est quelqu'un peut-être de plus posé, réfléchi, et toi, t'es plus dans l'action. Mais il casse bien son jeu. Hein. Ouais. Quand il se lâche après... Mais en fait, c'est marrant parce que souvent, dans notre duo, et je pense que c'est ce qui fait notre singularité et c'est ce qui fait aussi notre force, c'est qu'on se connaît tellement. Donc déjà d'une, on arrive à se dire les choses. Bien sûr. Même si des fois, c'est pas évident parce que tu veux même si c'est ton frère, tu veux pas le vexer. Bien sûr. Mais on arrive à se dire les choses. C'est-à-dire que sur un spectacle, j'ai pas aimé ça. Tu vois, je suis allé voir... Alors c'est marrant, hein. On joue un spectacle qui s'appelle La Moustache. Ok. On le joue, tous les deux, on joue le même rôle, on est en alternance. C'est-à-dire que quand Marco joue, moi je ne peux pas jouer dans la pièce parce qu'on a le même rôle. Okay. Et bien samedi soir, je joue à 21h avec Marco les Bonobos et lui il jouait à 18h45 La Moustache. D'accord. Et bien je suis allé voir le spectacle parce que je l'avais jamais vu, je joue dedans. Vu de l'extérieur, c'est différent. Et du coup, on s'est 2-3 retours. Ouais, tu le fais comme ça. Pourquoi? Parce que je vois le truc. Putain, ouais. Ah, mais c'est-à-dire que tu n'es carrément pas dans la pièce. Enfin, genre, t'es même pas en coulisses, rien. Tu l'as. Ah, ok. C'est soit toi, soit lui, en fait. C'est ça. Okay. On a le même rôle. On s'appelle Sylvain et on a le même rôle. Donc, du coup, c'était lui qui a fait tout le spectacle. Et 2-3 fois, il y a des déplacements que moi, je ne fais pas. J'en fais d'autres. Et je dis, pourquoi tu l'as senti comme ça? Parce que je dois dire ça. Et dans mon cheminement, alors quitte à faire ça, pense à ça. Et en fait, on s'échange comme ça. Ce qui fait que les gens, en fait, 2 personnes qui vont venir ou une personne qui va venir 2 soirs différents, n'ont pas du tout le même spectacle. Non, ouais. La même approche du personnage aussi. Ça, c'est la force des 3T. Exactement. C'est la force des 3T parce que si tu veux, on est tellement de comédiens, il y a 32 comédiens. D'accord. Sur un même spectacle, tu peux avoir une distribution, c'est quand il y a un spectacle, on est 5. Okay. En fait, le metteur en scène, Gérard Pinter, le patron des 3T, distribue des rôles. Okay. Il va dire, Anthony, tu vas jouer ce rôle, Bruno, tu vas jouer ce rôle, Marco, tu vas jouer le même rôle que Bruno. Okay. Ouais, mais on n'a pas le même jeu. Non, mais justement. Et ça permet en fait que le spectacle se copie d'une manière ou d'une autre. C'est un peu comme un entraîneur de foot qui connaît les qualités de ses joueurs et qui va le placer à tel ou tel endroit. Et voilà. Exactement. Et ça, c'est la force de Gérard, de créer ces distributions-là. D'accord. Mais pour revenir à ça, Marco et moi, on a 2 comportements différents. Même si c'est pas le dernier, quand il faut y aller à la connerie, il l'a. Mais je sais que souvent, quand on est dans des interviews ou quand on est en train de travailler, il va lancer la vanne. Ouais. Et il y a le regard où il me dit vas-y, j'y vais, et le regard me dit arrête, ou s'il me dit rien, mais j'y vais. Ouais. Et souvent on me dit Bruno, t'es allé loin, mais moi je sais qu'au fond de moi, c'est Marco qui m'a donné le top, vas-y, parce qu'il sait que moi je vais y aller et j'ai réfléchi après. Mais lui avait déjà réfléchi avant. Si jamais on commence un petit peu à se rapprocher de la période où vous débutez un peu les prémices, etc. Du coup, j'ai lu sur votre site que vous aviez commencé, on va dire, votre carrière artistique en quelque sorte avec des petites productions faites maison, avec des cousins, etc. Oui, il y a rien de... c'est ringard, mais c'était vraiment bien fait pour l'époque. J'ai noté 98-99. C'est ça.
C'est ça. Premiers extraits avec les cousins, etc. Il n'y a pas de quartier à Figeac. Ouais. C'était cette période-là. Et en fait, on parodiait un peu Starsky et Hutch, les deux flics à Miami. D'accord. Et c'était l'histoire de Mike et Pete. Ok. Ça part de là déjà. Et les noms, c'est Marco qui les a trouvés. Mike et Peter. Ok. Sauf que nous, à l'époque, on n'avait pas de voiture, donc on courait partout dans Figeac. Mais le second film, on a du budget, on était passé à vélo. Je te jure, c'est vrai. Mais c'était génial. C'était génial parce que déjà, Marco avait cette âme-là, en fait, si tu veux, de créer, d'écrire le truc. Ouais. Et mine de rien, moi et mes cousins, on était dans sa roue et on avait fait cette histoire. Si jamais tu arrives à avoir des extraits que je puisse diffuser, ça serait quand même intéressant. Un petit passage, genre, tu vois, 10 secondes, mais juste pour avoir l'ambiance, je pense que ça serait très très bon. C'était le pitch, c'était un mec qui se faisait voler des bijoux. Ouais. Et vraiment le truc, le vendeur. Le voleur, on l'avait mis Le voleur, on l'avait mis une cagoule. Cédric, mon cousin. On avait fait 2 trous. Et pour le voir dans le noir, ce qui marchait avec une lampe torche, il s'est montré le visage comme ça. Oui, mais bon, à la fois, c'est une porte d'entrée comme une autre. Enfin, je veux dire, il faut commencer quelque part. Et en plus, vous vous éclatiez du coup à faire ça. On s'est éclaté. Mais c'était 20-25 minutes le film. Ah oui. Mais vraiment, l'intro, l'intrigue, l'enquête. Vous enregistrez comment avec vidéocassette Caméra, prise de son de la caméra. Ouais. Après le montage, c'était des play-pause. On appuyait sur les boutons. Moi, c'était. Mais vraiment, et pour l'époque, on avait fait un sacré boulot. Ah ouais. Et le montage, vous gériez comment parce que. Mais justement, c'était ça. On avait en fait. C'est juste en faisant des. Ah, mais c'était cut. C'est-à-dire que. Action, play. Et ah oui, le montage, c'était dès la prise de vue en fait. Prise de vue. Il n'y avait pas de post. Et c'est ça. Et du coup, la cassette, on partait. Oh, et il n'y avait pas de loupé. Et même une fois, on fait une scène. J'oublie d'enregistrer. Oh, Marco fait la scène et moi, j'étais à la caméra, je bouge pas. Hop, il finit. Et puis, c'est marrant parce que tu le vois, vu que j'ai pris une fumée. T'as pas du tout la même tranche à la reprise. Donc, dans le film, ça passe, Ouais. tac. Et puis là, c'est la fameuse scène où en fait, j'ai pas appuyé sur le bouton. Ouais. J'ai appuyé sur il y avait marqué bouton rouge. Mais en fait, moi, j'ai appuyé sur le bouton là, il fallait appuyer là. Donc, il fait toute la scène. Il enregistre pas. Je me fais engueuler. Mais bref, c'est normal parce qu'il fallait, on n'avait pas le temps. Naturel. Donc, moi, je me fâche un peu, vexé. Ouais. Marco, il refait la scène. Du coup, c'est Jérémy qui appuie sur le bouton play. La scène d'après, c'est nous. Ah, tu me vois, je passe dans la caméra. Changement, tu vois, en termes de jeu de comédien, c'était. Ouais, c'était trop ça. Non, mais c'était génial. Et puis j'invite tous les enfants, hein, s'ils ont envie d'avoir cette créativité, Ouais. mais faites-le. Maintenant, c'est beaucoup plus simple avec les téléphones. Faire toujours attention avec les contenus vidéo, mais avant, il n'y avait pas tout ce truc-là. Mais... Ouais. Mais alors, justement, si on reprend un petit peu votre parcours, donc on a parlé un petit peu de votre enfance, par rapport au déclic, on va dire. Donc, j'avais noté année 2000, du coup, décès de ton papa, qui est voilà, quelque chose un événement assez marquant qui va vous permettre, j'allais dire, Enfin, j'ai l'impression que c'est de là aussi que vous avez commencé à pousser un peu votre passion, aller jusqu'au bout. Et surtout, j'ai noté en 2014, Marco qui a en fait un changement de situation professionnelle qui fait que ça y est, il se décide en fait. Il a déjà plus ou moins rédigé en fait des bribes de spectacle, mais là, il se dit j'y vais quoi. Ouais, t'as très bien résumé, je pense, les deux moments marquants. En fait, donc en 2000, mon père décède, il tombe de toit, drame familial, tout ça. Et là, tu te rends compte, même si tu as 12 ans, c'est horrible, à n'importe quel âge, même âgé, hein. Mais vaut mieux ce sens-là que l'autre. Quand t'es parent, ce serait horrible. Bien sûr. Mais je pense que tu te trouves confronté à un mode, de toute façon, il faut y aller, quoi. Ouais. T'es obligé, la vie continue. Ma mère se retrouve seule, femme de ménage, donc c'est pas des salaires de fou. Elle travaille beaucoup, même elle faisait des heures et des heures et des heures. Mais pour en fait qu'on ait l'impression d'avoir pour subvenir à tous nos besoins, qu'on ne soit pas dans les et ça d'ailleurs je serai éternellement reconnaissant de part parce que c'est ma maman, mais quand tu fais la photo maintenant que je suis de l'autre côté en étant parent, tu fais non, avec tout le contexte qui allait avec et tout. Ah de devoir gérer toute la paperasse parce que ma mère est arrivée en France, parlait pas français, elle a appris français avec l'annuaire et le dictionnaire. Femme de ménage à mi-temps, elle tombe enceinte. Donc si tu veux, aujourd'hui t'as ça, oh là là là, le pauvre. Bon, là c'était, on y va. Et je pense que c'est un peu pour ça que des fois quand tu prends le truc de vie qu'on a, on a des boulots
Super, et mon frère, chargé d'affaires, moi à Prodia, lui à Prodia, où il est très très bien placé après, il est parti à Lomaco, pareil, très belle place. Et tu dis, ben, on arrête tout. Ou en fait, la voie est tracée. Tu es dans des grosses boîtes figeacoises qui tournent, des patrons qui te font confiance. Monsieur Auguier, monsieur Issard, il n'y a pas de problème. Et nous, non, on va aller faire les joyeux rôles. Ouais, c'est ça. Et, mais il y a des moments, dans ce métier, si tu y vas, que tu n'as pas peur que tu bosses, ben, tu gagneras ta vie correctement, et ça roulera avec d'autres contraintes, d'autres avantages que ceux d'avant. Mais on n'a pas eu peur parce qu'à des moments, la valeur travail, je pense qu'on l'avait et on l'a vu, que ce soit ma mère, mes oncles, tout ça. Ça rechigne pas à la tâche. Et donc, je pense que ce premier tournant, c'est mine de rien, maman est là, nous on est là, il faut y aller. Tu t'accomplis. Par chance, par éducation, on n'est pas des garçons, on a plutôt bien tourné, je pense. Oui, bien sûr. Ça va plutôt pas mal. Non, et Marco, la vie fait qu'il rencontre sa femme actuelle, la mère de ses enfants, et elle doit partir en Suisse pour travailler. Donc la distance, tout ça, puis au bout d'un moment, c'est compliqué. Lui, il avait monté en grade après avec la Prodia, il était passé responsable secteur. Et après, c'était compliqué, donc il part en Suisse. Il se dit, super, je vais faire du vélo, parce que Marco fait beaucoup de vélo. Et je pense que l'hyperactivité du monde professionnel, arrivant, il cherche du boulot là-bas, mais la Suisse, c'est un peu compliqué, tout ça. Et il écrit. Et comme il avait toujours son appart ici, un jour il vient, il m'invite à manger avec il y avait ma femme, enfin maintenant ma femme, mais je crois qu'il y avait un pote. Et il dit, de toute façon Bruno, je t'ai toujours dit, un jour on fera un spectacle. Non, il fait, un jour je ferai un spectacle, mais on fera un spectacle. Et de là, je fais, ouais. Il me dit, si, je te jure, c'est vrai. Chiche. Il me dit, alors, et là, il me sort une pavasse comme ça. En fait, il avait bossé dessus depuis je sais pas combien de temps. Il avait déjà bossé dessus. Et tu savais même pas. Ah non. Ah, il le disait. Et là, il a torché un truc. On fait, waouh, mais le premier spectacle, il faisait 2h30. Et du coup, en fait, de là, qu'est-ce qui se passe, comment on fait, on n'est jamais monté sur scène. Et de par Guillaume Baldi, qui est venu ici. C'est ça, qui est venu. Je vous invite à aller voir d'ailleurs la vidéo parce que c'est vraiment très cool. C'est ça, mais d'ailleurs, merci Guillaume, je te le dis. Mais en fait, nous a mis en relation avec Céline Grandchamp et Julien Paramède de la compagnie Avis de Passage à Figeac. Et pendant 1 an, on était à l'ancien CES. Et on a bossé en disant, déjà, c'est quoi le théâtre? Parce que aucun cours de théâtre, aucune référence. Oui, parce que ça n'a rien à voir de faire entre guillemets le couillon dans ton coin, de faire tes petits spectacles. Et là, tu commences à rentrer dans un cadre un petit peu plus professionnel avec des codes, des façons de faire. C'est ça. Et donc pendant 1 an, on bosse. Puis après la vie, les rencontres qu'on a fait, on rencontre Callaghan de Ulysse Productions, qui nous dit, les gars, votre histoire, c'est incroyable. C'est parce que on bosse. On se dit, on veut faire un spectacle, pourquoi faire? On a un rêve fou, ça serait demain de faire l'Olympia. Ok, d'accord. Non, mais il faut poser les choses en fait, c'est ça le truc. Mais tu te dis, quitte à faire ça, tu fais pas juste le rond pour. Et demain, peut-être que. Alors, on a déjà fait le plancher 12 Zénith. Et le crépir du Casino Barrière. Mais non, mais tu te dis, peut-être, le rêve fou, c'est l'Olympia. C'est le rêve de tout artiste. Voilà. Et là, Callaghan, il fait non, mais les gars, franchement. Allez-y, quoi. Si on peut vous aider. Et en fait, ils nous mettent en relation. Ils chapeautent le truc, ils nous mettent en relation avec. Il y a toujours Céline Grandchamp et Julien qui bossent, où on bosse, tu veux, la mise en scène, comment se tenir sur scène. Vous formez, vous faites vos premières armes, en fait, vous apprenez le tout. Et en parallèle, vous travaillez donc Callaghan, Ulysse Productions, qui est une boîte de prod d'artistes, en fait. Dans la musique. Qui a quand même un regard artistique, j'allais dire. Et complètement. Et là. Mais même quand tu vois le truc, tu te dis, mais comment c'est possible tout ça? Et de fil en aiguille, on se retrouve avec une date à la Chapelle et on ouvre la billetterie en 1 heure complet. Alors qu'on n'est jamais monté sur scène, on faisait juste les couillons dans le bar, on l'était nous quoi. Et là on fait, le lendemain on réouvre le samedi en 1 heure. Complet. Alors, il y a 70 places. La Chapelle, c'est une salle qui est au lycée Jeanne d'Arc, c'est ça, de Figeac. C'est ça. Donc un lycée figeacois. C'est ça. Il y a une petite salle, une salle qui est une ancienne chapelle et qui a des sièges et une scène en fait. Et donc tu peux te produire là quoi. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui s'est passé. Putain, nous on fait, mais c'est pas possible. Donc en fait on a rempli 2 dates. Le lendemain, on ouvre le 3e jour.
complet en 1 heure. Combien- Mais vraiment sold out. Combien de temps ça dure là quand vous faites ça? Parce que le spectacle, il est pas encore totalement rodé ou il est déjà à maturité? À maturité, même en fait un spectacle il est à maturité au bout de 5-6 ans D'accord. quand tu es dedans, mais en fait c'est la genèse du truc, on fait 2 heures. Ouais. 2 heures de spectacle. 2 heures de spectacle. 2 heures de spectacle. Mais tu t'as travaillé même la mémoire et ce genre de truc. Oui, mais après c'est instinctif parce que mine de rien quand tu as le texte, tu réponds à l'autre qui pose une question et puis tu sais où tu vas. D'accord. Après tu as des fois dans certains spectacles tu as des parts d'impro, après tu as des imprévus et on part pour 2 heures. Donc, franchement, si je devrais revoir la captation, à mon avis, on parlait vite, on n'était pas bien placé. Mais on était heureux d'être là. Oui, ça se sentait, et les gens, ce qui te rendent à la fin, oui. Wow, tu fais non, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Ça, c'est les premiers retours du coup. C'est la toute première fois. Mais là, tu te dis non, mais qu'est-ce que. Mais c'est génial. Ouais. Et à la fin, tu as beaucoup de stress avant, beaucoup. Pendant que tu es dans un spectacle, tu es dans un tunnel parce que tu es concentré, tu fais ce que tu as à faire. Et à la fin du spectacle, tu as ce moment, je ne saurais pas le décrire, mais tu as la lumière sur le public s'allume. Et là, tu as une émotion qui est en toi. Ouais, moi, j'ai chialé de toute façon un coup sur 4. Et là, waouh! Et du coup, mais le pire, c'est que c'est pas une fin en soi. Parce que demain, il faut recommencer. Et c'est pas une fin, c'est juste un point. Et tu repars à la ligne. Mais après, je pense que aussi, ce qui se passe dans ce genre de choses, c'est que, surtout dans ce genre de secteur où ça paraît terriblement abstrait, en fait, parce que c'est des choses que tu vois à la télé, que tu vois sur YouTube, mais bon, tu te dis pourquoi, enfin, moi non. Et en fait, tout ce que vous faisiez dans votre petit coin, là, aujourd'hui, ça se matérialise de façon très concrète. Exactement. Avec des gens, vous êtes accompagné par des professionnels aussi à côté qui vous disent, mais c'est possible, croyez-y, parce que nous, on connaît le secteur et c'est possible. Et je pense que clairement, quand tu arrives à créer, enfin, quand tu as ce point de rencontre, un peu ce décalage entre ce qui te paraissait de l'irréel et qui en fait là se concrétise, l'émotion est totale, quoi. Mais oui, exactement. Hein. Mais c'est vrai que il y avait plein de trucs qui étaient. Quand tu connais la mécanique, que tu commences à la comprendre, on a encore plein de choses à apprendre. Hein. Mais tu te dis ah ouais, d'accord. Et de là, on fait 3 dates un week-end. Trop content, machin. Ulysse qui dit mais les gars, c'est génial. Il y a un créneau dans 3 mois. On revoit 3 dates. Ok, on refait 3 dates. Complet, pareil. Sold out. Mais là, le temps, je l'ai plus, mais en une journée, t'as tout qui part. Ouais. En fait, non, mais qu'est-ce que c'est ce truc? Mais à chaque fois, c'est des gens différents ou t'as quand même des potes qui reviennent peut-être ou comment ça se passe? Alors au début, c'était beaucoup les copains. Hein. Mais après, t'as un effet boule de neige, si tu veux. Parce que les gens disent. Ça parle. Mais ouais, ça parle. T'es Marco Polo. Ah oui, les fils Aguiar, oh là là, le papa, tu sais, tout ça. Et là, d'un coup, ils font des spectacles. Mais attends, on va aller les voir. Parce qu'on était un peu les deux frérots sympas. Allez, et puis ils disent, mais t'as mes mecs qui sont fait un spectacle quand même. Donc on a fait 3 fois. On est contacté par Incroyable Talent. Ah oui. Incroyable Talent. Incroyable Talent. Parce que à un moment donné, si je me trompe pas, vous avez aussi participé à un concours, non, avec les Chevaliers du Fiel. On a fait le concours avec les Chevaliers du Fiel, ouais. Et ça, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Incroyable Talent. Incroyable Talent nous appelle, on dit mais en fait là t'es dépassé par tous les petits trucs que tu peux voir. Ça parle vite en fait aussi dans le secteur peut-être. Ouais, puis même c'était le timing, l'émission était là, t'as des chasseurs de tête, le mec il a vu les articles sur la Dépêche, les frères Aguirre en plus, mais qui dit Marco Renaud qui sait, il voit le site. Et alors du coup? Mais en fait on fait le casting à Toulouse. Et on n'est pas pris, on est en spare, c'est-à-dire que si quelqu'un se blesse, on est gardé. Mais après, les humoristes, c'est très, mis à part Laura Lone avec sa guitare ou celui qui a gagné aujourd'hui, il faut quelque chose de très marqué. En 2 minutes, rentrer dans ton univers, c'est assez dur. Mais en fait, on découvre du coup Céline et Kel Grandchamp qui était avec Julien qui était dans le truc très classique. Ils disent viens, vas-y, viens. Donc elle vient, elle est là. Mais c'était génial. En fait, c'était génial. Et après la 3e date, on dit pourquoi pas Mitterrand. Mitterrand. L'espace François Mitterrand, qui est donc la grande salle, on va dire, la Figeac, où tu peux rentrer beaucoup plus de spectateurs, quoi. Et pour l'anecdote, je crois que c'était en janvier aussi. En janvier, comme le festival, on remplit François Mitterrand en 1 mois et 1 semaine. C'est combien de places à peu près là? 1000, on fait 1000. Ah ouais. Et là, on fait là, il se passe un truc. Autre dimension déjà. Ouais, il se passe un truc. Parce que tu es obligé d'être déclaré quand tu es sur scène. D'accord. Si tu veux, donc c'est pas la question de dire tu fais pas. Et Ulysse a très bien géré le truc, si tu veux, de nous aider, d'accompagner là-dedans, parce que tu comprends rien. Bien sûr.
qui comprend rien, les droits, les places. C'est important d'être accompagné par des gens du secteur dans Oui, ce genre oui, parce que tu peux vite, mais tu peux vite d'un truc qui peut être cool à faire, te prendre la tête sur des questions. Pourquoi? Alors quand tu expliques A plus B, plus C, plus D, ah ok, ça marche comme ça, d'accord. Puis nous, on est des commerciaux, tableau Excel, boum, 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 on sait faire vite le truc, quoi. Et du coup, on fait mi-terrain. Et de là, notre pote, donc il y avait Laurent Dréja qui nous a fait le site internet, qui nous accompagne sur la com, Clément Teillard, il dit les gars, chiche, je suis votre producteur. Mais non, arrête. Et là, il appelle au culot les 3T à Toulouse. Moi, je connais pas les 3T. Gérard Pinter, le patron des 3T, Marco ni moi, on connaît pas. Mais on connaît pas parce on arrive dans un monde où même encore, des fois, on n'a pas les références. Bien sûr. Et Clément, il appelle le boss des 3T, Gérard Pinter, il a le téléphone, je sais pas comment. En fait. Et il dit, je représente deux mecs et tout. Et Gérard, qui bosse avec Romanov, Laurent Baffy, Artus. Grosse rêve du milieu, quoi. Le mec. Capé, Marco Bruno. Didier Deschamps, quoi, tu vois. Marco Bruno, il connaît pas. Mais je crois que le feeling qu'il a eu avec Clément, il s'est dit, bon, encore depuis qu'il m'appelle, mais putain, mais ce mec, il me plaît, quoi. Pas nous, Clément. D'accord. Ce mec, il me plaît. Il dit il donne pas un nom sans retour. Il dit là pour l'instant j'ai pas le temps, mais envoie-moi une capta vidéo. Il envoie la capta qu'on avait fait à mi-terrain, 1h58. Et il nous l'avoue, il a vu 10 minutes. Tu sais, t'as plus. Il le montre aux gens des bureaux au 3T, à sa femme et son le trois patrons, quoi, sa femme Laurent et Gérard. Ils disent ça mérite de voir, quoi, ça mérite. On l'invite une fois à un événement parce que du coup on est appelé par les comités des fêtes, tu sais, d'aller à Bagnac. Et ça avait fait le buzz local. C'est ça. Et mais on faisait 10 dates dans l'année, si tu veux. 10 dates, un intermittent doit en faire 52, donc on est très loin de la prétention d'en faire notre métier. Et puis on bosse à côté, nous. Bien sûr. Clément aussi. Mais je dis pas qu'il avait plus de temps, mais il appelait, mais nous on bosse à côté, donc dès qu'on devait jouer, il fallait prendre des jours de congé, il fallait se libérer une temps. Je comprends ce que c'est parce que c'est ce que je fais actuellement. Voilà. Donc, mais tu vois, et donc c'était dans la mécanique un peu chaud. Et une fois on l'invite, 2 fois on l'invite, 3 fois on l'invite, il peut pas. Et là, Clément au culot, il dit écoute, si tu peux pas venir à eux, ils peuvent venir à toi. Et ils vont venir. Gérard, il dit je te rappelle. Il raccroche. Il me le rappelle, je crois, 1 heure après, un quart d'heure après. Dans 15 jours, j'ai une date qui se libère le vendredi. Il vient de faire un showcase. Par contre, le spectacle va faire 1h15. Oh, putain. Marco était dans des placements parce qu'il était à Lomaco. Il couvrait 9 départements. Donc là, nous, ouais, mais c'est quoi les 3T? Tu tapes les 3T sur Internet, tu tombes sur le groupe de boys band de l'époque. Partir. Clément, t'es sûr de ton coup là? Si. Putain, tu vois la programmation des 3T, 3 salles. Qu'est-ce que c'est ce truc? Et puis, ok. Sauf que qui était en déplacement, moi j'étais branleur. D'accord. Et il faut faire des coupes. Le week-end arrivant, je crois qu'on ne peut pas se voir le samedi. Le dimanche, on avait un baptême. Drame familial, mon oncle qui descend de Toulouse se tue en voiture pour venir au baptême. Donc, le truc et tout, machin. Et du coup, drame familial, c'est horrible, un truc de fou. Et on avait le showcase le vendredi suivant. Et ça, les 3T l'ont appris qu'il y a 1 an, ça. On n'a jamais raconté l'histoire. D'accord. Et donc, du coup, on prend pas le temps de faire les coupes, on pas la tête à ça. Enfin, t'es pris dans le truc, t'as de la famille qui vient de partout. L'enterrement se fait le jour. Du showcase. Alors, on annule. Tu vois, on annule. Et là, t'as ma tante, mon cousin, c'était son père, ma cousine, c'était son père. Mais voilà, ils disent non, mais les gars, tonton, il vous suivait partout. Dès qu'on avait une date n'importe où vers Toulouse, il était là. Il faut y aller, c'est un signe. C'est pas ce qu'il aurait voulu, quoi. Voilà. On enterre mon oncle à 10h. On part de là. On part à midi. On arrive à Toulouse, 14h. Gérard, première fois qu'on le voit dans notre vie. On est dans la voiture, on parle pas beaucoup, on parle un peu des coupes, mais on n'est pas dans le mood. Il ouvre la porte, il fait voilà le théâtre, voilà le régisseur. Moi, je peux vous voir, je vous vois à 19h. Ok. Je crois que c'était un samedi, un vendredi, tu vois, je sais plus trop. Et du coup, on commence les coupes, on n'est pas d'accord, on s'engueule. Le régisseur a été énorme parce qu'il faut encoder le spectacle. C'est-à-dire que le projecteur, on le veut là, telle couleur, machin. Donc, tu as tout un boulot. De préparatoire. Ah ouais. C'est
Et Gérard passe à 6h30. On est encore avec le régisseur en train de se dire non, on coupe ça, on met ça. Et lui, il dit bon, il dirait. Ok, on va deux ranger, à mon avis. Ouais, ça va être chaud. Le spectacle commence, il est sur le coin du bar, il se met comme ça. Et moi, je le vois. Tout le spectacle, il rigole jamais. Là, tu te dis, non. Wow, on est en train de foirer. Oui, puis tu joues, mais tu tais-toi, mais t'es pas comédien. Ouais. À Court, à Jardin, le mec, le magicien, il disait à Court, vous voulez quoi? À Court? Tu veux que je cours? Tu veux que je cours? À Jardin, il y a un potager? Parce qu'au théâtre, à Court, c'est côté cœur. Quand le comédien est sur scène, c'est côté cœur, et Jardin, c'est l'autre côté. Faut pas se planter entre droite-gauche de dire c'est ça, parce que toi, ta droite, elle est là, mais la droite de l'autre, elle est là. C'est pas la même, ouais. Donc, à Court, Jardin, je dis pas. Ouais, bon, les gars, là-bas. Voilà. Et si tu veux, Gérard rigole pas de tout le truc. Fait le spectacle, le rideau se ferme. Le public applaudit. Je crois qu'on était 70 ou 80 ce soir-là. Tu veux, moi, je reste sur scène. Okay. Et là, moi, je suis comme ça. Et d'un coup, j'ai le rideau qui s'ouvre devant. Boum, j'ai Gérard qui monte. Il fait oh, les garçons, vous avez jamais fait théâtre, vous? Non, ça se voit. Là, tu prends le coup sur la tête. Il dit mais il y a un truc qui me plaît. Juste, j'ai fait le changement de plateau parce qu'il joue après. Je peux vous voir? Et moi, je fais d'accord. Donc, je prends on avait une table dans le décor, le sac, on sort. Ouais. Et en fait, chose qu'on ne savait pas, mais la femme de Gérard qui bosse là-bas, Gérard revient vers nous. Il regarde quelqu'un derrière nous, sa femme passe devant. Elle lui dit un truc à l'oreille. Et là, il fait ouais, je suis d'accord. On peut se voir samedi prochain? Ouais. Et de là, vous avez été engagé. Comment est-ce que c'est quoi exactement après votre statut? Vous rentrez donc au 3T, vous êtes permanent en fait finalement dans ce théâtre. Et après, comment ça se passe exactement? En fait, vous êtes salarié. Enfin voilà, c'est un milieu que moi je maîtrise pas personnellement. Donc comment ça se passe? Comment ça marche? En fait, intermittence, nous, on n'a pas de contrat avec les 3T. Okay. Le seul contrat qu'on a, c'est que si tu veux, on signe des contrats au mois sur la programmation qu'il y a. Ok. Après, l'avantage des 3T, pour nous, par rapport à d'autres compagnies, c'est une compagnie, donc il y a 32 comédiens qui ont au moins un spectacle et une date dans un trimestre au théâtre. Et si tu veux, on est payé au cachet. D'accord. Nous, en fait, on va jouer, on est payé à la représentation. Ouais. Tu ne joues pas, tu n'es pas payé. Si tu as fait assez de dates, tu as droit au statut intermittent. D'accord. Le statut intermittent, c'est N-1. Tu fais février à février. Tu cumules, tu dois cumuler 52 cachets ou 512 heures exactement, 507, 512, après je crois que je me trompe. Qui te permettent d'accéder du coup derrière à l'intermittence. D'ouvrir des droits. Okay. Et en fait, plus tu travailles, plus ton taux en fait varie, moins tu travailles, tu vois, parce que c'est un calcul. Ouais. Et en gros, c'est un peu comme, c'est un système cousin du chômage, où tu as des jours d'indemnité. Ouais. Mais tu joues, tu n'as pas d'indemnité journalière, tu joues pas, tu as une indemnité journalière. D'accord. Et si tu veux, on a la chance, nous, au 3T, c'est qu'on joue énormément sur plusieurs pièces. Ouais, c'est ça. C'est que en fait, vous n'avez pas de contrat, mais techniquement, ça vous permet quand même. Déjà, je pense qu'il y a un lien on travaille ensemble qui est évident parce que tu peux pas en fait improviser des pièces. Donc, à partir du moment où tu t'engages sur un projet, tu sais que tu vas signer quelques dates. Mais en fait, ce qu'il y a de bien, c'est que ça vous assure en fait un certain nombre de dates qui vont vous permettre d'accéder à l'intermittence et d'assurer en fait une espèce de pérennité et un côté fixe, quoi. C'est ça. Après, t'es libre. Hein. C'est-à-dire que demain, si nous on veut quitter les 3T, tu peux arrêter. Ouais. Tu quittes pas un projet comme ça. Surtout que maintenant on est sur 10 et 10 spectacles, tu mets trop de monde dans l'embarras. Ouais. Même la volonté, elle n'est pas là. Ouais. Mais après, l'avantage de ce métier, c'est l'inconvénient, c'est que ceux qui ont un CDI, mais là-bas ça n'existe pas. Ouais. Dans ce métier-là, ça n'existe pas. Tu es libre de tes mouvements. C'est l'avantage, c'est que demain, tu as du temps pour faire des choses, pour créer tout ça. Après, l'inconvénient, c'est que cette liberté-là, elle tient au fait que ton spectacle marche. Si demain le spectacle ne remplit pas, ça s'arrête. Ouais. D'accord. Ouais. Si on reprend un petit peu au niveau de ton parcours, du coup, on a vu donc, comment tu intègres les 3T, comment tu deviens officiellement comédien, on va dire. Et donc ensuite, petit à petit, vous faites votre petit bonhomme de chemin et tout ça arrive jusqu'à un spectacle, un festival pardon, que vous envisagez en fait de monter, qui est le festival Fou du coup. C'est ça. C'est parti d'où, sachant que c'est du coup sur Figeac, vous revenez en fait sur vos terres. Voilà, comment est-ce que tu peux expliquer déjà très facilement en quoi ça consiste? Je pense que c'est la suite logique de tout ce qui se passe. Tu bosses normalement, tu quittes ce boulot normal pour faire quelque chose que, en fait, un peu plus hors cadre, on va dire. Voilà, hors cadre, mais ça reste un métier comme un autre. Bien sûr.
de là, tu le digères. Ouais. Une fois, 2 ans, 3 ans, et au bout d'un moment, les gens disent ah, ça serait bien d'enlever me voir, mais Toulouse, c'est loin, vous comprenez. Ouais. Et Marco, vu qu'on fait des heures et des heures de retour, et Bruno, moi j'ai la solution, hein. On crée un festival. On revient ici. Rien, on demande 3T si on peut exploiter tout ça. Puis l'idée est mûrie, on en discute, et un jour, Marco, il me dit attention Bruno, faut être moteur un peu dans la vie. Là, il dit ça, de nerfs. Ça t'a chauffé, ouais. Ah, je suis allé là, sous bref, j'ai dit comment on écrit la sauce. Bon, j'ai pas posé les bonnes questions, du coup, on a monté l'association sportive. Là, on a dit, mais c'est vrai, du coup, j'avais pas pris les bons docs. Du coup, je retourne à la sous-préf. Je reprends les bons documents, on monte la sauce Irmão Prod. Irmão, c'est frère Irmão en portugais. D'accord. Et Prod, production. Okay. Donc, si tu veux, c'était un petit clin d'œil encore à nos origines portugaises. Et puis, mine de rien, depuis le début, on parle de fidélité, Marco, Bruno et les 2 potes, Laurent, Clément. Ouais. Et on y va. Okay. Et on y va, et on crée la sauce, les statuts, machin, bidule. Et du coup, de là, il nous faut une date. Ouais. Le postulat de départ, c'est est-ce que les 3T sont d'accord? Parce que du coup, on doit négocier en fait, avec les 3T le droit d'exploitation des spectacles. Parce que l'idée, c'est de faire venir les spectacles de Toulouse à Figeac. D'accord. Pour que les Figeacois qui nous demandaient ça serait bien de vous voir un spectacle, nous voient. D'accord. Donc de là, on crée un tableau Excel. Je te jure que c'est vrai. On monte, on demande un rendez-vous avec Corinne. Corinne, mais qu'est-ce qui se passe ces garçons? Corinne, la patronne des 3T. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous voulez me voir? Je dis non, mais en fait, on veut créer un festival. Et avec Marco, on a monté notre business plan. Ouais. Et là, on ouvre l'ordi, donc on branche un écran, boum, boum, et là, elle fait stop. C'est la première fois que je vois des Covéniens qui savent se servir d'Excel. On en rigole si tu veux. Mais du coup, on monte le business plan. On discute avec eux. Des formations professionnelles. Mais ouais, non, mais oui. Ouais. Et en fait, si tu veux, comme je te parle de dynamisme et d'être moteur, quand Marco dit, franchement, il faut le faire. Et la décision se fait au bar à la cave à vin de Cajar, de Laurent, le patron de la cave à vin, qui est aujourd'hui partenaire du festival, parce que toutes les boucles sont bouclées à chaque fois. Et du coup, alors, donc, en quoi ça consiste? Donc, à Figeac, en fait, chaque année, vous créez une espèce de spectacle, on va dire, qui dure 3 jours. Enfin, c'est un festival, quoi. Et donc, en fait, vous faites venir des comédiens de Toulouse. C'est que des gens avec qui vous bossez toute l'année, quoi. C'est que des gens de la compagnie des 3T. En fait, si tu veux, on fait venir des spectacles qu'on tourne aux 3T. D'accord. Et le postulat, c'est les 3T ils disent par contre, nous, on veut rien avoir à gérer. Okay. Donc, on s'occupe du transport, aller-retour des comédiennes, de les loger. On gère tout de A à Z. Okay. Ce festival, c'est nous. Okay. C'est nous. Okay. De la création visuelle. Alors après, c'est marrant parce qu'on s'est réparti les rôles, le commercial, le côté artistique, le côté com, le côté administratif. Et chacun, de par son tempérament et ses qualités, en fait, on se met en place. Il y a toujours des trucs à revoir. Tous les ans après, on fait la réunion, on débrief, on se dit les choses. On me dit beaucoup de choses. Non, mais tu vois, mais on débriefe et on est sincère. Ouais. On est sincère. Et donc, du coup, on fait ce festival. Et première édition, on ne sait pas où on va. On réserve que la salle Mitterrand, là où il y avait anciennement de basket. Et on fait la guinguette derrière les tribunes. D'accord. On fait complet. Ouais. Bon. La guinguette, carton, les gens, le retour des gens, les bénévoles. Parce qu'on a pareil, on a 60 bénévoles. Ouais. Qui nous suivent. Là, c'est énorme à gérer, quoi. Ah ouais, et puis même et puis les gens sont dynamiques. Ils viennent pas juste pour dire on est là, ils sont dynamiques. On a un cousin de Paris qui vient, qui a une grosse boîte de TP. Il vient avec sa femme, ses enfants, mais c'est génial. Ouais. Mon oncle Manu, avec ma tante Virginie. C'est des parents de Jérémy et Cédric, c'est mes parents, mais eux, ils sont tout le temps là. Ma mère, ma tante Rosa, mais toute la famille, mon cousin Patrick, Françoise qui est coiffeuse, mais du coup, elle est dans les loges, elle vit aussi son rêve, où elle coiffe et elle maquille les comédiennes, si tu veux. Mon cousin Patrick, mais c'est notre génération, quoi. Et mine de rien, on leur dit vous voulez venir, et c'est pas eux qui disent oui, on peut venir avec vous, quoi. Tu vois, et que là, tu te laisses porter.
Ça, je pense que ça doit contribuer aussi beaucoup à votre succès. C'est que d'ailleurs, tout ce que tu nous racontes depuis le début, j'ai l'impression que partout où vous allez, à chaque fois, vous arrivez à embarquer les gens, en fait. Et de façon naturelle, pas de façon... Ouais, je sais. C'est même pas intéressé. Mais en fait, il y a une énergie qui se dégage. Et globalement, j'ai l'impression que vous arrivez à embarquer les gens, ce qui fait que du coup, ça crée une dynamique globale. Et, Ouais. T'as peut-être raison, hein, mais c'est vrai que c'est même, tu vois, quand je t'en parle, je pense au truc, je dis, mais c'est incroyable. Ouais. J'ai mon ancienne promo de licence de Rodez que j'avais pas vu depuis 10 ans, 15 ans, 17 ans. Ouais. Ils étaient là, ils sont venus cette année. Ok. Ils sont venus. Ça a dû te faire un choc. Ouais, mais tu prends des claques. Ouais. Tu prends des claques et puis à côté de ça, t'es l'après-midi, toute la semaine là-haut. Tes enfants, ils sortent de l'école. Qu'est-ce qui se passe? Ils viennent, ils courent partout. Ils font ce que moi je faisais quand j'étais au Portugal. On en parlait tout à l'heure. Ouais. Ils courent partout. Ma femme est là, elle donne la main. La femme de Marco. T'as tout le monde. T'as les enfants de Marco, c'est génial. Mais et ça, des moments, c'est presque le moment le plus jouissif parce que c'est trop bien. À aujourd'hui, toi, comment est-ce que tu aimerais un jour, parce que tu as quand même une carrière professionnelle du coup qui est un peu hors du commun, qu'est-ce que tu aimerais que tes enfants retiennent de toi par rapport à tout ça et comment tu penses qu'ils pourraient décrire leur père, parce que c'est pas facile d'arriver et de dire, il fait quoi ton père? Moi il est maçon, moi il est cuisinier, moi il est comédien, il est sur les planches tous les jours. Il est comédien en slip sur sa vie. Non, comment j'aimerais que mes enfants me décrivent. Ouais. Ben, je t'avoue, j'ai envie, j'espère être leur super-héros. Ouais. Tu sais, c'est au-delà de, je m'efforce, je sais que je m'efforce. Alors j'ai des défauts, je suis pas patient, des fois je suis un peu impulsif. Mais si quand ils me regardent, je peux être leur super-héros qui s'appelle Toby parce que il y a un spectacle où je joue demeuré et il s'appelle Toby et mon fils retient que Toby. Ouais. Papa il est Toby. Papa il est Toby, ben oui, papa il joue Toby. Et si tu veux, après je l'entretiens parce que dès que je suis en Toby, je l'appelle en visio avec le déguisement, enfin mon truc. Mais non, mais s'ils peuvent me décrire en tant que super papa, ça sera déjà un bon point. Et après dans le métier, écoute, moi je sais qu'au début des fois je faisais ma mère est femme de ménage, maçon. Et cette main, au fur et à mesure, je l'ai enlevée parce que non, ma mère elle est femme de ménage et mon père est maçon. J'avais plus honte au bout d'un moment, mais c'est vrai qu'au début, pharmacien, docteur. Architecte, voilà. Moi, femme de ménage, tu vois. Et j'avais un peu ce. T'avais un peu d'appréhension à le dire, peut-être. Ouais. Presque honte, mais c'est normal après au début et puis après tu te rends compte qu'en fait, chacun vient avec sa personnalité, son parcours, et en réalité, moi je trouve que c'est largement plus respectable ce qu'a connu ta mère et ce qu'elle a fait en fait pour vous et où est-ce qu'elle vous a amené aujourd'hui quand on voit les personnes que vous êtes que n'importe quel. Désolé, je te dis ça, mais je le pense vraiment. Quand tu sais ce genre de parcours qui est un peu compliqué avec tout ce qu'elle a traversé aussi avec ton papa, aujourd'hui il faut pas avoir honte de ce genre de choses. Non, mais justement, et c'est avec le temps que je me dis et c'est vrai que au début c'était un peu comme ça, puis après à la fin la main elle n'y était plus, femme de ménage. Et même Marco elle a écrit un sketch où on était à l'école, elle fait le ménage. Et mine de rien, c'est des petits clins d'œil qui font du bien. Moi, je pense que je me considère chanceux, même avec tout ce qui peut se passer. Écoute, je suis en bonne santé, elle est heureuse. Tout roule. Ouais. Tu vois, elle est bien accompagnée. Non, franchement, tout va bien. Ok. Et une question que je t'ai pas posée en parcours, je voulais pas non plus trop aller sur ce terrain-là, mais sens-toi libre de ne pas y répondre. Mais ton rapport du coup avec ton papa, est-ce qu'il était au courant déjà que vous aviez une appétence pour ça ou pas du tout? C'est ses ingrédients à lui, donc à mon avis, il veut savoir bien. D'accord. Alors, tu m'aurais posé la question il y a peut-être 5 ans, j'aurais eu peut-être du mal à y répondre. Ouais. Je pense que c'est peut-être le fait d'être devenu parent où ça m'a un peu ouvert les yeux, libéré sur le sujet. Parce qu'après, de rien, je parle beaucoup, mais j'aime pas m'étaler sur des sujets un peu perso. Bien sûr. Non, mais je pense déjà de là où il doit être fier de nous voir aussi fous et de faire ce qu'on fait. Il avait ce grain de folie lui aussi?
C'était pas le dernier. D'accord. C'était pas le dernier. Ça aussi, je voulais savoir d'où ça vous vient en fait ce petit côté-là. Est-ce que dans la famille, il y a des gens, tu sais, des fois, tu as un tonton de rôle ou ce genre de choses Moi, du côté de ma mère, j'ai un oncle, une tante, c'est 2 phénomènes. Ah, ok. Mais c'est 2 phénomènes. Ouais. Mon petit Manère, mon petit Hassan, c'est des phénomènes. C'est des gens, tu les as dans une pièce, t'es heureux de les avoir parce que tu sais qu'il va se passer un truc. D'accord. Et du côté de mon père, c'est pareil. Plus, comment dire, plus nature peinture. Ouais. Ah, ça fait pas semblant. Mais pareil, ils étaient, parce que on a des grandes familles, hein. C'est 9 du côté de mon père, 9 du côté de ma mère. Alors, on va avoir un nombre de vues incroyable sur cette vidéo. Non, mais ça Toute fait. la communauté portugaise. On n'a pas compris le sous-titre. Mon père, je suis portugais là. Père, je sais quoi. Attends, juste pour les portugais, Cristiano Ronaldo. C'est sûr, il y aura du monde. Mettez un petit commentaire les portugais. Non, mais ouais, et dans la famille, t'avais, pareil, ils avaient chacun leur profil. Ouais. Mais mon père, était pas dernier pour faire la fête. Et ma mère aussi, mais il avait, j'ai vu des vidéos où il était, à l'époque Nouvel An, il y avait mon oncle qui avait acheté une caméra, il filmait et il se prenait pour des guitaristes. Donc Tony Carreira, ça chantait les musiques qu'on chantait quand on allait au Portugal. Ouais. Il se déguisait, enfin c'était. Et je pense que oui, parce que mine de rien, je crois que le premier, il n'y a pas de quartier à Figeac. Il était là et puis même il nous voyait. Moi j'étais une pile électrique. Le premier, d'ailleurs, mes enfants me ressemblent un peu. À ma femme aussi. Hein. mais ouais, mais c'est non. Je pense que il devait s'en douter. Ouais. Et peut-être que si tout se passe bien, c'est qu'il y a cette petite étoile au-dessus de nous qui fait que ça fonctionne. Ouais. Tu sais pas pourquoi, d'un coup, tu rencontres Gérard Pinter, tu rencontres Callaghan, tu rencontres Céline et Julien, tu rencontres Mathieu Burnel, tu rencontres Teilhard, et en fait tout ça fait que il y a quelque chose qui fait que ça fonctionne, quoi. Ouais. Moi, je crois au karma. Moi aussi, à fond. Voilà. Et je pense qu'il y a une petite étoile, voilà, qui. J'en suis même sûr et certain. Ok. Bon, merci Bruno. En tout cas, merci à toi. Dernière petite question, c'est ma question de tradition. Qu'est-ce que je peux te souhaiter de bon, de positif pour l'avenir? Faire carrière dans le porno, hein. Non, positif. Ben, pourvu que ça dure. Là, non, pourvu que ça dure, ça dure que. Et plein de bonnes choses aux gens qui nous entourent et qui nous aident, de la santé et plein de joie. Super, merci beaucoup. Avec plaisir. Les amis, merci d'avoir suivi cette interview, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous rappelle évidemment qu'il y a plein d'autres vidéos que vous pouvez aller voir, des profils totalement différents, n'hésitez pas à aller voir un petit peu sur la chaîne. S'il vous plaît, mettez votre petit commentaire, votre petit like, ça m'aide beaucoup, ça prend quelques secondes et voilà, moi ça m'aidera beaucoup pour faire progresser la chaîne. Je vous remercie, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Portez-vous bien, c'est bientôt. Ciao, ciao.